Merci, fidèles téléspectateurs. Vous êtes de nombreux devant vos petits écrans. C'est l'émission Allo Presse de cette semaine qui commence. Et nous voudrions bien commencer avec vous, fidèles téléspectateurs, vous qui aimez Allo Peuple, avec son émission Allo Peuple. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un député national honoraire. Il est député national en 2003 lors de Sun City, au retour de Sun City. Il a été député en 2006. Avec notre première élection, l'élu de la circonscription de Boba. Il a été député en 2018, en 2023. Donc, avec lui, nous allons parler sur le Tanganyika qui doit devenir la capitale de la République démocratique du Congo avec l'arrivée du chef de l'État. Il va tenir non seulement le conseil des ministres au niveau de Kalemi, mais aussi ce qu'on appelle la conférence des gouverneurs. Ça sera du 27 au 29 de ce mois. Étant élu de Tanganyika, député honoraire, membre du parti politique Ensemble de Moïse Katumbi, il s'appelle Jean-Manda Kansabala. Bonjour, monsieur le député national, même si vous êtes honoraire. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour, Allo Peuple. C'est comme ça que vous vous appelez? Exactement. Allo Peuple. Exactement. Allo Population. Non, toujours. Est-ce que ça soit peuple ou population? Ok. C'est toujours. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être reçu par vous. Merci beaucoup, honorable. Avec vous, comme je le disais tantôt, on va parler de votre province, qui est du Tanganyika, où le chef d'État sera reçu. Mais avant d'en arriver, commençons par l'actualité de l'heure. L'actualité, c'est la révision ou les changements de la Constitution. Vous êtes au cadre du parti Ensemble de Moïse Katumbi Tchapé. Personnellement, en tant que dignitaire de ces pays, 2 fois ou 3 fois député national dans ces pays, un homme de terrain, un homme proche de la population, votre point de vue ou quelle analyse faites-vous d'abord par rapport à la révision de la Constitution ou les changements? Est-ce opportun? Merci beaucoup pour avoir abordé cette question qui est d'actualité. Effectivement, c'est très important d'en parler. Et comme je voudrais en parler, il faudrait que je puisse définir une qualité, en qualité de qui je vais parler de cette question. Merci. Vous m'aviez présenté comme membre au cadre de Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi. Effectivement, je le suis. Mais ici, chez Allo Peuple, à cette chaîne, je ne suis pas envoyé par le parti Ensemble. Mais comme au cadre, je ne peux pas m'en passer. Et surtout que mon parti a pris position par rapport à ce que à la campagne qui est en train d'être menée par le parti UDPS, c'est au cadre, ainsi de suite, ainsi que le président de la République. Pour le parti Ensemble, vous avez suivi, il n'est pas question d'arriver à la modification ou au changement de la Constitution. Vous avez suivi que pour l'UDPS, il faut carrément le changement de la Constitution. Dans quelle qualité je parle ici? Je tire ma qualité dans la Constitution. L'article 64. L'article 64 donne le pouvoir à tout individu d'empêcher toute tentative à ce qu'on puisse déstabiliser le pays par quelle manœuvre que ce soit. Il faudrait empêcher. Et je ne veux pas seulement vous lire l'article, je vous laisse écouter cet article-là, l'alinéa premier. Écoutons-la. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Okay. Voilà. Ça, c'est la qualité par laquelle je viens me présenter aujourd'hui pour défendre les changements de la Constitution. Ceux qui tiennent... Et donc vous défendez le changement qui est de... Vous défendez... Je refuse les changements. Il y a ceux qui défendent les changements. Mais moi, je suis en train de m'opposer à ces changements de la Constitution. Okay. Et les raisons... D'abord, la première des raisons, j'ai présenté ma qualité, que je suis là, je m'engage selon l'article 64 pour défendre cette Constitution. Donc, protéger la Constitution qu'elle ne puisse pas être changée. Pourquoi je la protège? Moi-même étant acteur, ça deviendrait contradictoire que l'enfant que nous avions mis ensemble, sans être malade, nous voulons le tuer. Non. S'il est malade, on le corrige.
Mais quand on dit changer la constitution, vous voyez déjà que c'est tuer l'enfant que vous aviez conçu. Nous avons été à Sun City pour le dialogue. Nous savons les contextes. Peut-être ceux qui sont en train de s'atteler, qui s'engagent vraiment avec vigueur pour le changement de cette constitution, ils ne savent pas dans quelles circonstances cette constitution est née. D'abord, je rappelle que vous avez été acteur de la société civile. C'est ce que je vous dis que j'ai été à Sun City. C'est ce que je voudrais vous expliquer, qu'au moins, comme acteur de la société civile, comme membre participant au dialogue intercongolais de Sun City, et tous ceux qui ont participé avec moi, je crois, même s'ils ne se prononcent pas, je crois qu'ils ne se prononceront pas pour le changement de la Constitution. Nous avons été à Sun City avec Feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Nous avons été à Sun City avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Il est là. Nous avons été à Sun City avec le président du MLC à l'époque, Jean-Pierre Bemba. Il est là. Nous avons été à Sun City avec le deuxième vice-président du Sénat, honorable Bahati Lukwebo. Et ils savent dans quel contexte, et ce n'est pas seulement eux, la liste est exhaustive. Il y a Kyungwa Kumwanza, paix à son âme, il y a Kisimbangoy, paix à son âme, il y a Samba Kaputo, paix à son âme. Voilà, tous ces gens-là, réunis, ont réfléchi pour dire que pour la stabilité de notre pays, il faudrait qu'on arrive quand même à cette constitution qui donne la démocratie. Une injonction. Et aujourd'hui, je ne sais pas si les personnalités qui sont même dans l'union sacrée aujourd'hui peuvent se dédire ou se contredire pour dire que oui au changement de la constitution. Je ne crois pas parce que je connais leur personnalité. Alors, l'article qui cause problème, d'après ce que j'ai suivi, je cherche rapidement, on nous parle de l'article 217. Nous allons lire, je ne vais pas lire, je vais faire lire la Constitution elle-même. Que la Constitution lise son article 217 qui ne prête aucune confusion non plus. Bon, peut-être c'est l'interprétation. L'interprétation peut être erronée, mais la réalité est autre chose parce que la réalité, nous allons revenir à l'article 214. Pendant que vous êtes en train de chercher, ok, allons-y d'abord, comme ça je vais poser des questions par rapport à ces... Je suis à l'article 217. L'article 217 dit ceci. Vous écoutez la Constitution parler. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. L'abandon partiel ou total de souveraineté. Il y a des gens, des compatriotes qui sont en train de nous dire que c'est l'abandon des territoires. La souveraineté et les territoires, ça fait deux concepts très différents. Okay. La souveraineté, c'est le pouvoir. Le pouvoir que nous disons que le pouvoir est au peuple. Alors, comment on peut abandonner partiellement son pouvoir? C'est quand, par exemple, la République démocratique du Congo signe des traités avec l'Angola, les accords commerciaux. Nous disons que maintenant, pour aller en Angola, les commerçants ne payent plus des douanes, les frais de douane. C'est-à-dire que nous avions perdu notre pouvoir sur la douane, de faire payer. C'est ça. Nous avons perdu, alors que c'est notre droit, mais avec ces accords, les gens peuvent circuler librement sans payer même des visas. C'est ça l'abandon partiel, ce n'est pas les territoires. Et d'ailleurs, si on peut parler de l'abandon des territoires, ça c'est l'article 214 qui les définit et que vous allez écouter vous-même. La Constitution elle-même parle. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. C'est la même constitution
la Constitution ne peut pas se dédire ou se contredire. Il n'y a pas de contradiction possible. L'article 214 dit que s'il y a à céder même le territoire, même 1 millimètre du territoire, il faudrait consulter la population par référendum. Or, ici, nous ne sommes même pas encore là. Nous avons des cas, là où on est en train de se battre pour récupérer nos territoires. C'est par exemple, aujourd'hui, il y a un espace qui est occupé par le M23. Bon, appuyé par appuyé ou pas appuyé, mais appuyé par le Rwanda. Mais le M23 est là. Nous savons que le M23 occupe des territoires. Nous savons qu'à la frontière Congo-Zambie, il y a un problème. Et là, on ne suit pas très bien. Pour la population congolaise qui habite au Tanganyika, dans le territoire de Moba, on dit que le gouvernement est en train de céder une portion de terre. Et il n'y a pas eu à la Zambie, il n'y a pas eu référendum. Alors c'est question aussi qu'on puisse voir. Là, on pouvait d'abord se concentrer sur ces questions-là, au lieu de se concentrer pour la modification de la Constitution, qui en principe, pour le moment, ce n'est même pas opportun. Il y a encore l'article 217. L'article 217 qui complète toujours les informations que je suis en train de donner. Aujourd'hui, je ne vais pas faire trop de lecture. Je voudrais faire lire la Constitution elle-même. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité. Je m'excuse, ça c'est 17, maintenant 19. Ça c'est 217 que vous venez de faire. Oui, je parle maintenant de 219. Ok. Que dit l'article 219? 219. Ok. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Ok. Aujourd'hui, nous savons que la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu sont sous état de siège. Ok. À moins qu'on nous dise que cet état de siège est fantaisiste. Parce que si ce n'était pas fantaisiste, on ne pouvait même pas commencer à parler de la révision constitutionnelle, alors que nous savons que le pays est d'abord sous état de siège. Et la campagne a déjà commencé. Si vous circulez aujourd'hui à travers la ville, vous allez voir des panneaux, des affiches qui commencent déjà, des banderoles qui commencent déjà à sensibiliser les gens pour la révision de la Constitution. Qu'on nous dise alors que l'état de siège est fantaisiste. D'un moment à l'autre, sans procédure, on va arriver seulement à dire qu'on a levé l'état de siège. Parce que je vous rappelle que la Première ministre vient de faire la tournée dans la partie Est pour l'évaluation même de l'état de siège. Je crois que les députés nationaux, depuis la législature, passée notre législature, on avait déjà commencé à demander l'évaluation et une évaluation était faite. Et là où la population du Nord Kivu et de l'Ituri demandait la levée de cet état de siège parce que s'avérait inefficace. Pas seulement, pas que les résultats étaient bons, et s'est avéré inefficace. Et il s'est avéré inefficace de cet état de siège. Oui, c'est-à-dire, parce que dès qu'on enlève l'état de siège, l'article 2... Mais dans l'entretemps, les territoires est occupé. Il y a le M23 qui est là. Il faut commencer d'abord par trouver la solution du M23. On lève l'état de siège et puis on commence à avoir l'opportunité de cette modification ou de ce changement. Pour moi, je dis qu'aucune raison n'est valable pour le moment, à moins qu'on aille par le forcing, comme si je peux en parler, comme ça s'est fait avec les élections. Parfois, vous trouvez les gens qui ont été élus, qui ne sont pas là, les gens qui n'étaient pas candidats, qui sont passés, ainsi de suite. Bon, peut-être avec ça. Ceux qui défendent le changement parlent qu'on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. L'état de siège sera levé d'ici là. La Première ministre vient de faire la tournée. D'ici 2-3 jours, les députés du Nord Kivu et de l'Ituri seront reçus par le président de la République. Et à l'issue de tout cela, l'état de siège sera levé. Et on n'est pas en guerre. Et le changement sera... Monsieur le journaliste, quand vous dites que le pays n'est pas en guerre, vous ne voyez pas que c'est trop grave ça? Est-ce qu'on le déclare? Le président n'a jamais déclaré qu'on est en guerre. Bon, et les M23 fait quoi là?
Le M23 est en train de cultiver les champs de maïs ou de haricots. Donc, ce sont les déclarations qui défendent. Hein. Oui, mais ils défendent, quand ils disent ça, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se moquer de la population qui est en train de souffrir de l'autre côté. Ça, c'est vraiment se moquer de la population. Le pays est en guerre parce que les territoires, une partie de Massissé, une partie de Rutshuru, une partie de Niragongo, une partie de Lubero, et une partie de Walikale et sont sous occupation du M23. C'est-à-dire que, ou bien, le M23 et notre gouvernement, ils sont ensemble, ils se sont partagés tout simplement pas par l'effet de guerre. Et pourquoi nous avons les forces de la SADC qui sont ici? Et pourquoi nous avons les forces de l'East Africa pour se promener au Nord Kivu? Parce qu'il n'y a pas la guerre. Les Burundais sont là. Même si on levait l'état de siège, nous sommes en guerre. La Constitution ne peut pas être révisée ou changée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous ai fait lire la Constitution elle-même. C'est la Constitution elle-même qui a parlé. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Constitution qui a parlé. Et là, contrairement à ce que nous avions entendu, peu de confusion, on dit que la Constitution elle-même permettait, alors qu'on nous donnait des articles qui n'étaient pas dans la Constitution. Mais moi, je vous fais lire la Constitution elle-même avec les articles, qu'on me prouve le contraire de ce que je viens de lire, de faire lire la Constitution elle-même. Oui, bon, c'est pas notre sujet, mais on tend vers la fin. Le président de la République a parlé de cette Constitution, elle est une idée de l'étranger. Et vous avez dit, vous êtes acteur principal de la Si je suis étranger, à ce moment-là, cette constitution est étrangère. Mais vous l'avez fait à Sun City, en Afrique du Sud. À Sun City, on n'avait pas rédigé la constitution. À Sun City, on est parti pour le dialogue. Et après le dialogue, nous sommes rentrés à Kinshasa. C'est à partir de Kinshasa qu'on a pris l'idée de rédiger cette constitution. Et il y a eu une retraite. Une retraite de la commission présidée par le Sénat avec le président Marini Bodo, qui est parti s'installer à Kisangani et à Simisimi. Et là, si on peut encore nous dire que c'était des étrangers, nous disons que le professeur Essambo c'est un étranger, bah, alors on va... alors, tous ces gens-là, je crois que le professeur Bochard aussi devrait participer à ces travaux-là, si c'est un étranger, ou bien, si nous disons, et là, moi, je suis en train de croire que peut-être ceux qui croient que ceux qui ont fait, qui ont rédigé la Constitution au pays, les Congolais qui ont travaillé sur la Constitution au pays sont des étrangers, peut-être c'est par rapport à leur vision, ou bien c'est eux qui sont des étrangers, ils voient par rapport à eux, ils voient que les Congolais qui ont travaillé qui ont travaillé sur la Constitution sont des étrangers, peut-être. N'est-ce pas de copier-coller de Constitution de la France, de la Belgique, vous avez pris des je ne suis pas constitutionnaliste. Je sais que quand on a fait le débat pour l'adoption de cette constitution-là, il y a pour le vote et l'adoption, parce que les référendums aussi est intervenu, il y a eu beaucoup d'étrangers, des juristes étrangers qui sont venus un peu voir comment chez nous ça s'est fait et localement et bien fait. Et le professeur Mbata est témoin, il a dit que c'est la meilleure constitution qui est au cadre de l'UDPS. Oui, mais c'est-à-dire que l'UDPS reconnaît à travers ce haut cadre que cette constitution est la meilleure. C'est le professeur Mbata, le professeur Njoli aussi l'avait déclaré que c'est parmi les meilleures constitutions du monde. Donc, c'est-à-dire que ce débat-là, c'est un faux débat. Et je vous dis qu'il faut l'écarter dans la compréhension, qu'on se dise autre chose. Mais aussi, si on optait pour la révision, non, le changement de la Constitution, à la place, qu'est-ce qui va rester? Nous disons aujourd'hui, bon, cette Constitution tombe, on reprend une nouvelle Constitution. Pendant cette période, la transition. Oui, cette transition va être gérée par quoi? Le président qui... Par quel texte? Ce texte-là viendra d'où? Parce que tous les textes qui doivent nous gérer doivent venir de la Constitution. C'est ça la loi fondamentale. Toutes les lois doivent provenir de la Constitution ici. Si vous dites qu'il faut la changer, c'est-à-dire que vous la mettez à côté. Nous passons à la République. Oui, je n'en disconviens pas. Quand vous êtes en train de passer de côté, ce vide-là,
vous les comblez par quoi? Par quel texte? C'est-à-dire c'est la même chose comme quelqu'un, un militaire qui est venu, il a fait le coup d'État et tout tombe, il reprend à zéro, il commence à nommer des gens, et ainsi de suite. Or, le président de la République a prêté serment sur base de cette constitution. C'est-à-dire que ça deviendra contradictoire. Je crois que les amis de l'IDPS sont conscients que aller au changement tel qu'ils disent, ils vont créer un vide juridique qu'ils ne vont pas gérer. Entre-temps, Kabila a révisé la même constitution plus de 2 fois. Ça n'a pas posé problème. Une fois. Bon, pourquoi ne pas laisser aussi... On a touché certains articles. Même maintenant, quand on parle révision ou tout simplement changement. L'IDPS s'inscrit maintenant dans le changement. C'est ça. Est-ce que vous avez d'abord pour Kabila, c'était une seule fois. En 2011. Avec la loi électorale qui est partie de 2 tours à 1 tour. Oui, c'est une seule fois. Et c'était opportun parce qu'il avait justifié par rapport au budget. On était au budget de 6 milliards. Mais maintenant qu'on a le budget de 18 milliards, même retourner au détour, bon, ça ne causerait pas beaucoup de problèmes. Mais quand est-ce qu'on a pris l'initiative? Et l'initiative est là prise. Cette initiative, elle est prise sur base de quels problèmes qui se posent au pays. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des problèmes. On est en train de résoudre quels problèmes qui se sont posés pour qu'on aille au changement de la Constitution. Vous ne représentez pas votre parti ensemble, mais votre parti ensemble est en train de dénoncer que le président de la République voudrait un 3e mandat. J'ai posé la question. Quels sont les problèmes pour lesquels ce changement, quels sont les problèmes à résoudre avec ce changement de la Constitution? Et lui qui a les mains liées, il ne sait pas agir, il peut être élu aujourd'hui. Nous avons les textes. Après les élections, quand vous avez la majorité, vous nommez l'informateur, c'est juste pour aller confirmer. Et le mois qui suivent, vous pouvez nommer votre... Attention. Vous pouvez déjà nommer votre Premier ministre. Mais lui, ça lui prend du temps, ça le bloque, tout ça. Oui, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas en quoi il est bloqué par la Constitution. Mais pourquoi vous lui prêtez cette intention de prendre le 3e mandat? Parce que nous voyons que la Constitution ici, il n'y a pas de raison pour le changer, tout simplement. Et surtout que cette Constitution limite les mandats d'un président de la République à 2 seulement. Et vous croyez qu'avec le changement, avec les changements, on déverrouille. Et puis vous voyez les dangers qu'il y a, les dangers de la dictature. C'est-à-dire, on déverrouille, et puis quelqu'un se déclare que comme on a changé la Constitution, ce n'est plus la Constitution là de la 3e République, nous commençons la 4e République. Et là, les gens ne calculent pas les intentions des uns et des autres. Vous n'allez pas encore dire à l'ancien président Kabila que non, toi tu avais déjà terminé tes mandats. Non, il peut revenir aussi et dire non, je n'ai jamais existé. Dans cette nouvelle République. Oui, je n'ai jamais existé comme président, c'est maintenant la 4e République et je reviens aussi. Ça, les gens ne calculent pas. Mais ils voient tout simplement que non, je peux revenir, encore faire 2 mandats, peut-être même plus. Alors voilà un peu. C'est un peu ça. Pour moi, c'est le danger et je ne conseillerais pas aux amis de l'IDPS de continuer. C'est pas seulement l'IDPS, il y a des partis qui s'allient à ça, notamment le parti du Vieux Mbosso. Oui, je sais, c'était allié. Lui, c'était allié. Il y a aussi Samalou Kondé qui a adhéré aussi à cette idée. Je ne sais pas. Il y a un communiqué qui vient de sortir. Il s'allie, mais il demande qu'il y ait des réflexions. Donc il appuie cette commission qui sera mise sur place et qu'il va mettre des gens pour étudier la faisabilité du changement ou de la révision. Bon, nous disons qu'il n'y a pas d'opportunité. Moi, personnellement, il n'y a pas d'opportunité. Et si la commission elle est mise sur pied, ensemble, va participer? Non, quand nous disons que non, nous ne voulons pas ça. Nous allons participer encore pourquoi? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas le point de vue du parti, mais je crois que selon, si c'était moi, le parti, je n'allais pas participer parce que j'ai dit que nous ne voulons pas
de cette révision, de ces changements-là. Merci beaucoup. Nous recevons pour vous l'honorable Jean-Manda Kansabala, député 2006, député 2018, acteur principal même de la rédaction de cette constitution. Il a été membre de la société civile en 2003 lors du dialogue de Sun City en Afrique du Sud. C'est un attaché même de la population. Il est élu du Tanganyika. Cette fois-ci, quand même, il n'a pas été élu député. J'ai été élu parce que la population, même aujourd'hui, on se demande où est-ce que j'ai échoué. J'ai été élu, je n'ai pas été proclamé. Ah, vous avez été élu, mais vous n'avez pas été proclamé. C'est ça. Voilà. C'est ça la différence. C'est ça la différence. J'ai été élu, mais je n'ai pas été proclamé. Ça va. Eh bien, nous passons à notre deuxième sujet du jour. Nous parlons de Tanganyika, qui est votre fief, qui désormais sera la capitale de la République démocratique du Congo du 27 au 29 novembre. Tanganyika va accueillir tous les gouverneurs parce qu'il y aura ce qu'on appelle la conférence de gouverneurs avec le président de la République, mais aussi il y aura un conseil de ministres qui sera fait là chez vous au Tanganyika. Je rappelle que vous êtes de Moba qui est un territoire dans le district, dans la province plutôt de Tanganyika, un de vos fiefs. C'est quoi, c'est une très bonne chose quand même que votre province accueille le chef de l'État et tous les ministres pour voir maintenant les réalités de terrain. Oui, en tout cas, je souhaite d'abord la bienvenue au Tanganyika, au président de la République, ainsi qu'au gouvernement Soumino Judith et tous les autres gouverneurs des autres provinces qui vont siéger dans la capitale de la République démocratique du Congo, installée à Kalemi, pour 3 ou 4 jours. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il faut se rendre compte, le gouvernement central va se rendre compte des réalités qui sont à Kalemi, que nous avions toujours déplorées pendant les vacances parlementaires quand on fut élu et député et national et provincial. Il n'y a plus de route, même la conférence elle-même, je suis en train de me poser la question. Elle va se tenir parce qu'à Kalemi, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Tanganyika, j'énumère d'abord les territoires qui composent la province du Tanganyika. Nous avons les territoires de Kabalo, nous avons les territoires de Kalemi, nous avons les territoires de Kongolo, nous avons les territoires de Manono, nous avons les territoires de Moba, les territoires de Nyuzu et Kalemi centre, c'est la ville de Kalemi. Donc nous avons là 7 entités, 6 territoires plus une ville. Dans la ville de Kalemi est divisée en 2 rives par la rivière Lukuga. C'est-à-dire il y a la rive gauche et la rive droite. La rive droite, c'est là le siège des institutions. Actuellement, pour traverser, venir de la rive gauche vers la rive droite, il y a de l'eau sur la route dans la ville. Pour passer, pendant la période de campagne et après campagne, il fallait emprunter des pirogues dans la ville. Comme le gouvernement sera là, je crois que le gouverneur de la province du Tanganyika, on va lui accorder beaucoup de moyens pour qu'il travaille. Ça, c'est ça dans la ville. La ville qui est supposée avoir les regards de tout le monde, la ville qui est supposée être le miroir, représenter la province, qui est à cet état-là. Que dire du reste de la province? Je vous dis qu'il n'y a plus de routes. Les routes sont en délabrement très avancé. Les petits ports de Moba, qui était un port très important, n'existe presque plus. Vous avez fait à un moment un plaidoyer avec... On a fait le plaidoyer avec la Tanzanie. La Tanzanie a très bien avancé. De notre côté, rien ne bouge. Peut-être avec la présence du gouvernement là sur place, les regards, ils vont être un peu plus attentifs aux questions qu'il faut se poser là. Et je demanderai peut-être au président de circuler, un peu de survoler la province même à bord d'un hélicoptère pour voir les réalités des routes et poser des questions. Je crois qu'enfin, la problématique de la frontière de Zambie-Congo à Moliro va trouver solution. Parce que moi, ils vont être sur place. Moi-même, j'avais eu à plaider devant le président de la République
pendant la mandature passée. Et le président de la République, il nous avait promis d'y attacher une importance capitale, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui a avancé. On commençait même à poser des bornes. La population, et zambienne et congolaise, s'y est opposée. Pour dire que ce n'est pas ça la frontière, on est en train de déplacer des frontières. Alors, comme maintenant, il faut être là, il faut résoudre ce problème-là. Il faut résoudre les problèmes d'insécurité. L'insécurité, maintenant, on commence à piller des maisons. On peut piller pendant une nuit 7 maisons, la même nuit, sans intervention de la police, sans intervention de l'armée. Je crois avec leur présence là-bas, il faut savoir quel est le problème réel de l'insécurité. Est-ce qu'ils vont résoudre aussi, je crois qu'ils vont résoudre aussi le problème d'électricité, le problème de l'exploitation minière, le lithium de Manono, les coltans à Yuzu, à Kalemi, l'or de Kalemi, le cuivre de Moba, tout ça, je crois qu'il faut résoudre parce qu'il y a de l'anarchie terrible et cet argent ne profite qu'aux individus. Je crois que maintenant il faut canaliser vers les caisses de l'État et avec cet argent, la retenue à la source qui n'est pas appliquée, même la rétrocession, comme ils vont constater qu'il y a beaucoup de problèmes à Kalemi, au Tanganyika, je crois qu'il faut augmenter l'enveloppe. Et pour le travail, là c'était très simple, relancer les élevages de l'OND et de PEPA, la cotonnière à Kongolo, Manono, Kabalo, jusqu'à Kalemi, Yuzu, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Et croyez-vous avec les 3 jours que le président aura fait à Kalemi, ça va résoudre? Je sais que ce n'est pas le président qui prépare les dossiers, ce n'est pas le président qui prépare les dossiers. Les experts et les conseillers, les multiples conseillers qui sont à la présidence, les multiples conseillers dans des cabinets ministériels, tous ces gens-là, ils ont déjà étudié, parce que le président, il ne faudrait pas qu'il arrive là-bas, qu'il soit surpris, en passant, comme il aime parfois se promener, qu'il se promène et qu'un enfant puisse lui poser la question, président, tu n'as koufa l'insécurité, c'est-à-dire que, président, tu koufi pour l'insécurité, président, ici, nous mourrons de l'insécurité. Alors que dans la réunion, on n'en a pas parlé. Il faudrait que les conseillers, les experts puissent être prudents, qu'ils préparent, qu'ils ficellent un dossier complet à présenter et que le président puisse se prononcer avec ce conseil des ministres-là en faveur d'abord de la République en général, mais en particulier de la province du Tanganyika. C'est quoi aujourd'hui la clé pour que le Tanganyika puisse décoller? Aujourd'hui, c'est quoi la clé? Par où commencer pour que le Tanganyika décolle? Parce que ça vacille. C'est comme si on faisait le rond-point, comme les Kinois disent, à Bazoko, rond-point caca. Qu'est-ce qui ne va pas au Tanganyika? Qu'est-ce qui peut booster pour que le Tanganyika aille de l'avant? Il n'y a pas beaucoup de problèmes. D'abord, il faut résoudre les problèmes de la sécurité. C'est la première des choses. La sécurité, si tous les axes sont sécurisés, les gens vont continuer à aller au champ. Il faut ouvrir les routes. Il faut réhabiliter les courants et l'eau. Et c'est fini. Vous êtes parti. Et nous avons ça, la volonté. Vous avez une centrale de Bendera qui a fait plusieurs années sans financement. C'est ce que j'ai dit. Quand ce n'est pas financé, comment ça peut se développer? Quand ça peut développer une entité? Non. Il faut qu'on rétablisse du courant. Mais malheureusement, même à Kinshasa, la capitale de tous les jours, il n'y a pas... C'est un problème national. Oui, c'est un problème national. Vous m'aviez posé la question, je vous ai dit d'abord la sécurité, les routes, le courant et le Tanganyika d'école. Et là, c'est la volonté des individus, des animateurs. Est-ce que le Tanganyika a des ressources pour sa propre survie? Est-ce que le Tanganyika a des ressources suffisantes pour son développement et son décollage? Le Tanganyika, d'abord, est-ce que Kinshasa appuie les provinces? Toutes les provinces ne sont pas appuyées par Kinshasa. Je vous dis vrai. Même les PDL 145. Mais au Tanganyika, vous allez à Kabimba, on construisait les bâtiments administratifs, c'était au l'arrêt, c'était à l'arrêt, parce qu'on disait qu'il n'y a plus d'argent, ainsi de suite, tout ça.
c'est la volonté des animateurs. J'insiste, la volonté des animateurs. Aussi longtemps qu'on continuera à avoir des animateurs qui ne pensent qu'à leur ventre au lieu de penser à la communauté, le pays, pas seulement la province, le pays ne marchera jamais. C'est la volonté des animateurs. Les ressources, mais parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent là, il y a des gens qui ont des ressources plus que les ressources de la province, des individus. Comment eux, ils trouvent des moyens et que la province qui est l'entité, le propriétaire de toutes les ressources puisse en manquer? C'est parce que la canalisation est mal orientée vers les poches des individus. J'espère qu'avec le nouveau gouverneur Christian Kitungwa, un jeune dynamique, brave, il est sur terrain, on voit les images qui nous parviennent même ici à Kinshasa, comment est-ce qu'il essaye de se battre pour essayer de mettre de la sécurité, d'ouvrir les routes. J'ai vu des actions qu'il est en train de mener avec son ministre des Infrastructures. Vous ne trouvez c'est quelle route? Il y a la route principale, l'avenue Lumumba par exemple. L'avenue Lumumba, là où on a essayé de mettre un peu de moellon et avec la première pluie, tout est parti. Ben, c'est déjà quand même quelque chose. Non, il ne faudrait pas de l'improvisation. J'ai toujours dit, si vous voulez gérer un pays, une entité, que ce soit de la province ou un territoire, le territoire n'est pas une entité décentralisée, une chefferie. Il faut avoir un plan. Il ne faudrait pas aller avec l'improvisation. Tu ne sais pas par où commencer, tu vois tout simplement et tu poses des actes, des actions là de prestige. Donc vous insinuez que le Tanganyika n'a aucun plan de développement? Et il n'y a pas de plan de développement jusqu'à présent. Parce que s'il y avait un plan de développement, on devrait voir que ça commence par où, ça se termine par où. Il n'y en a pas. Et pour le Tanganyika, le plan, comme je viens de vous dire, un plan sans la sécurisation des axes routiers et de la vie de toutes les villes, des chefs-lieux de territoire, le Tanganyika ne décollera pas parce qu'il y aura la peur bleue, les désinvestissements. Et le second aspect, ce sont les routes, l'ouverture de routes et des pistes agricoles. La route Kalemi-Moba, impraticable. Ouais. Le président de la République vient à Kalemi, je dis il ne sera pas à Moba malheureusement, votre fief électoral. Je parlais, s'il pouvait survoler, ce n'est pas le moyen d'avoir un hélicoptère pour survoler un peu la province, il peut survoler avant de tenir les réunions et voir les réalités. Est-ce que l'arrivée du président de la République dans le Tanganyika peut aider Moba à pouvoir? Parce que j'ai vu aussi dans le plan du gouvernement, il y a la réhabilitation de l'aérodrome de Moba. Il y a un plan de développement pour Moba. J'ai lu quelque part que Moba, il y aura la réhabilitation de votre aérodrome, il y aura aussi quelques écoles qui seront financées. N'est-ce pas aussi quelque chose? Moba, d'abord, la priorité, c'est le port. C'est ça la priorité. Parce qu'avec le port de Moba, nous avons des relations internationales. Donc l'aéroport, c'est vrai. Nous pouvons laisser l'aérodrome. Si on me demandait priorité, aérodrome et port, priorité, c'est le port. Parce qu'avec le port, nous faisons des transactions avec le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Avec le port. Avec l'aérodrome, c'est quitter Moba Lubumbashi, juste pour les passagers, Moba Kalemi, juste pour les passagers. Et là, vous ne transportez pas de marchandises. Mais avec le port, on a toutes les marchandises. Et ça, c'est le développement. Et où en sommes-nous avec le port de Moba? Où en sommes-nous? Nulle part. Nous sommes toujours au stand-by. Nulle part. Et donc, la population... Rien n'a été fait. Malgré nos plaidoyers, malgré nos démarches en Tanzanie, un peu partout à la présidence, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Monsieur le gouverneur Christian Kitungwa, Moba est délaissé. Moba, le port de Moba, j'ai vu les images de parvenir à Kinshasa où les gens quittent du bateau passant par des pirogues pour atteindre les rivages. Et donc, c'est un grand problème. Le député honoraire Manda Kansabala que nous recevons, il plaide pour que le port soit réhabilité ou soit construit que l'aérodrome de Moba. Nous sommes vraiment vers la fin de notre émission. Et pour le port, j'ai toujours suggéré qu'on puisse déplacer le port, qu'on le déplace de là où il est maintenant et qu'on mette en toto un grand espace, parce qu'avec ça, la ville va s'agrandir. La ville va s'agrandir, la ville de Moba, suivant le port, je sais que les habitations vont
suivre les chemins vers le port. En quelques mots ou en quelques 2-3 minutes, Manono, vous avez aussi plaidé sur les lithium. C'est Lubumbashi qui sera le centre de traitement de lithium, ça il faut le dire. Et nous avions refusé à maintes reprises. Mais le gouvernement a maintenu de façon le Lubumbashi compte aussi les infrastructures. Non, les infrastructures, quelles infrastructures? Les infrastructures, on les construit. Mais c'est un projet aussi avec la Zambie. Il faut un endroit où la Zambie et la RDC savent bien collaborer. Non, mais est-ce que pour collaborer, il faut être à la frontière? Quand on collabore avec les États-Unis, Kinshasa et les États-Unis, est-ce qu'ils ont des frontières comme Brazzaville et Congo démocratique? Non. Manono est aussi abandonné. Manono est abandonné avec ça, parce que maintenant, on est en train de créer des trous à Manono pour aller donner de l'emploi aux gens qui sont... Vous avez géré pendant 18 ans, vous avez oublié Manono. Je n'ai jamais géré. Je parle de vous, du régime passé. Ah ok, ce n'est pas nous. Ou bien je parle du régime passé. Vous voulez parler du régime comme le président c'était un Katangé, alors vous indexez tous. J'ai dit que même avec le régime de Katangé, j'étais toujours dans l'opposition parce que je voyais que rien ne se faisait. Et c'est ça. C'est ça mon principe. Mon principe, ce n'est pas les sentiments. Mon principe, ce n'est pas la corruption qu'on peut me corrompre. Mais le principe, c'est le bien-être social du peuple. Et comme ça, on va se retrouver. Et quand on est mort, on regarde que les choses marchent bien. On se dit, Dieu merci, je suis passé sur cette terre, j'ai accompli ma mission. On espère qu'avec l'arrivée du président de la République dans le Tanganyika, nous savons que Nyunzu Kabalo, grenier agricole, est-ce que le président peut relancer l'agriculture aussi dans le Tanganyika? Je viens de parler que si on pouvait relancer l'agriculture avec la cotonnière, Congo, le Kaba, le Mano, le Nyunzu Kalemi. J'ai parlé de ça, les élevages à Moba. Le Tanganyika peut se réveiller. Et puis ça ne demande pas des millions qu'on est en train de détourner, non. Pour relancer le Tanganyika, avec les élevages, avec l'agriculture, je ne pense pas que les centaines de millions que nous sommes en train de tourner soient nécessaires. Pour relancer Eljima, nous demandons 58 millions. Mais l'argent ne sort pas. Alors que de l'autre côté, on vole de 100 millions. Eljima, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Eljima, c'est la société, on appelle la société privée d'un Belge, Jean Vanzel, qui donnait de l'emploi à 5000 travailleurs engagés. Et avec l'élevage de 50 000 têtes de gros bétail. Et il y avait des écoles, on encadrait des élèves. Beaucoup d'élèves issus de Moba sont des enfants de travailleurs de Eljima. C'était Office national de développement de l'élevage. Tout ça a été pillé par les guerres. Et là, ça encadrait au moins 2000 travailleurs. Si ces deux sociétés revenaient, les activités vont reprendre. Avec l'agriculture, Anyunzu, Kalemi, Moba, Manono, Kabalo, je crois que le Tanganyika, avec seulement ces activités, nous pouvons relancer le Tanganyika. Et les mines aussi, il en existe au Tanganyika. Les mines peuvent venir en appui, même parce que là, il y a trop de mafia, il y a trop de tricherie. Les mines peuvent venir en appui, mais avec seulement l'agriculture, on peut encadrer les gens. Et peut-être dans les mines, on n'aura même plus de creuseurs artisanaux. Je voudrais que vous regardiez cette caméra qui est en face de vous, un message au président de la République et même à la population de Tanganyika qui va accueillir le président de la République, tout le gouvernement, qui va accueillir aussi tous les gouverneurs de toutes les provinces de la RDC. Au président de la République, je demanderai, d'abord je commence par la population. À la population du Tanganyika en général et celle de Kalemi en particulier. Je vous demande de tirer profit de cette conférence de gouverneurs pour que vous puissiez poser à travers la société civile votre mémo qui reprend les difficultés, les problèmes de toute la province du Tanganyika. Je cite l'insécurité, les routes, et j'en passe pour le reste. Et la relance, par exemple, des élevages et l'agriculture. Au président de la République, avoir un œil très regardant sur le problème qui se pose au Tanganyika. Au Tanganyika, il n'y a pas beaucoup d'autres problèmes que l'insécurité à travers tous les axes, à travers la ville et les grandes agglomérations des chefs-lieux des territoires de la province. Au Tanganyika, on a besoin de l'ouverture de routes, surtout des desserts agricoles. Quand il y a la sécurité, vous allez voir que la population de là
elle est encore travailleuse et va se mettre au travail et va rentrer au champ parce qu'au champ, on a fui l'insécurité. Merci beaucoup. La relance des élevages, nous avions dit Eljima. Pour Eljima, c'est déjà certifié la dette pour une partie. Cette partie qui est certifiée, c'est question de pousser sur l'accélérateur. Le président lui-même que vous puissiez vous impliquer au ministère des Finances, au budget, qu'on puisse payer cette dette qui a été certifiée, Eljima peut reprendre. Pour le service national d'élevage, l'OND, l'ancienne OND, là aussi, il faudrait tout simplement que vous puissiez activer le ministère de Pêche et Élevage, et ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça peut être relancé et la population, les jeunes vont avoir du travail comme vous voulez, que les gens puissent avoir de l'emploi. Vous pouvez créer beaucoup d'emplois. Voilà. Monsieur le gouverneur Christian Kitunga, que nous saluons en passant, nous faisons le plaidoyer à partir de Kinshasa pour que la ville de Kalemi ou la province de Tanganyika soit suivie, écoutée, et que le message de Tanganyika soit aussi bien réparti ou bien écouté ici à Kinshasa. C'était un plaisir de recevoir l'honorable honoraire Manda Kansabala. Il a été voté comme il a dit, mais il n'a pas été proclamé. Merci beaucoup à Bonheur qui a été derrière ces caméras. Merci à Mouchka qui a été à la régie finale. Merci à Blanchard Dikambi qui est notre DG. Merci au directeur de production. Merci à vous tous. Le rendez-vous est pris demain à partir de 11h30 pour un autre numéro d'Allo Presse. Au revoir. Au revoir. Ok. Félicitations.